Blanc de philosophie après les vacances, qui comptera donc pour le troisième trimestre. Et pour vous, ce sera le mardi 23 mars. Mardi 23 mars, matin, bac blanc. Il va de soi que toute absence n'étant pas justifiée par un certificat médical en bonne et due forme équivaudra à un 0. Et le principe, c'est qu'on échangera nos copies entre collègues. Donc vous pourrez être corrigé soit par Monsieur Morisset, soit par Madame Battier. Antoine, si vous le loupez et que vous avez une bonne raison, il faudra la justifier, cette bonne raison. Ça sera non noté. Je suis pas certain que vous aimeriez que j'appelle le médecin traitant de votre famille pour le balancer à l'ordre des médecins. Mais vous inquiétez pas, j'ai aucun scrupule. J'ai aucun scrupule. J'adore faire radier des médecins. C'est ma grande passion dans la vie. Donc, autre rappel important, pour le premier mercredi des vacances, vous avez à me rendre une explication de texte. J'ai déjà donné l'adresse mail à laquelle il faudra me l'envoyer, pardon. TG4 de Monsieur Dumont, tout attaché, @gmail.com. TG4 de Monsieur Dumont, @gmail.com. C'est arrobas. Nous allons revenir sur la question de l'explication de texte maintenant, et je pense que ça va nous prendre 2-3 heures. Okay. Donc, petite reprise sur la méthode de l'explication de texte. Ah, simplement un truc, avant de faire ça. Je voudrais vous parler de la question des révisions en philosophie. Il est impératif que vous révisiez le cours, et je donnerai des instructions assez fermes à M. Morisset et à Mme Battier pour que toute copie où il n'y a pas de trace de cours soit sévèrement sanctionnée, si vous voulez. Donc il faudra réviser, c'est évident. Comment réviser, c'est la question. Ce que je vous recommande de faire si vous avez un cahier, c'est numéroter les pages de ce cahier et faire ce qu'on appelle un index des notions. Donc vous mettrez par exemple la liberté, page temps à temps, et vous vous rendrez compte qu'en relisant votre cours sur la liberté, qu'on a aussi évoqué d'autres questions, par exemple la question de l'état. Vous mettrez sur une feuille ou dans un carnet l'état, page temps. On a aussi évoqué la question de la conscience, page temps, etc., etc. Comme ça vous permettra de faire des liens entre les différentes parties du cours ou des corrigés que je vous ai distribués. Ça, c'est le premier conseil de méthode de révision que je vous donne, c'est d'établir cet index de notions, et de mettre ça à jour régulièrement. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Et j'exclus évidemment la question de l'œuvre d'art ou de l'art, parce qu'on l'a à peine touché, si vous voulez. Et même si je continue les 2 premières semaines, je considère que je la mets pas au programme. En revanche, je mets tout au programme, tout le reste, je le mets au programme. Donc il y a de quoi faire. Hein. Oui. Le langage, la culture, le bonheur, la loi, tout ça, ça y est. Hein. Ok. Alors, euh, autre conseil, autre recommandation. Ça ne sert à rien, ça n'a jamais servi à rien. Si ça servait à quelque chose, ça se saurait. Ça ne sert à rien de ficher le cours. Okay. Donc, faire des fiches sur des petits cartons Bristol avec des feutres de jolies couleurs, ça ne sert strictement à rien. Ce qui sert en revanche, c'est prendre des sujets de dissertation, okay, des sujets que vous pouvez trouver dans des annales de baccalauréat, et vous demandez comment vous traiteriez ce sujet. Et pour ça, allez voir le cours.
Ça va vous permettre de relire le cours de manière active, en cherchant les références qui seraient pertinentes, et éventuellement en essayant de combler les lacunes que peuvent avoir le cours, en allant chercher des textes par vous-même qui pourraient pallier les manquements, mes manquements face au cours. Évidemment, je ne peux pas tout préparer parce que c'est totalement impossible. Donc ça suppose un certain travail de votre part. Voilà mes 2 conseils de méthode pour les révisions. Faire un index des notions, ça c'est très utile et très pertinent. Et partir des sujets pour ensuite relire votre cours, ça n'a jamais servi à rien de vous mettre devant le cours et de le ficher. Vous n'allez pas emporter vos fiches au paradis. En revanche, vous allez emporter avec vous au baccalauréat votre capacité à adapter les connaissances du cours au sujet qu'on vous donnera. Ça va, Iwan? Le baccalauréat, c'est les vacances. C'est la pochette surprise. On le donne à 99% de la population mammifère française de génération en génération depuis 40 ans. Ça se vérifie tous les ans. C'est enfin, vraiment, c'est à peine plus sélectif que le brevet des collèges, quoi. Donc, vous n'avez aucune raison de ne pas avoir le baccalauréat. Ce qui compte, c'est la mention que vous aurez. La question, c'est est-ce que ce sera très bien ou est-ce que ça sera bien? Voilà. C'est la seule question qui compte. C'est bon, on est d'accord. Alors, retour à l'explication de texte. Est-ce que vous avez tous un sujet d'explication de texte? Je l'ai distribué. Oui? Vous l'avez pas? Il faudra que vous en fassiez la photocopie. C'est impératif. Euh, J'aurai pas le temps de le faire, là. Donc, vous empruntez ça à un de vos camarades ou vous prenez déjà, d'ores et déjà, prenez votre téléphone et demandez à Bouchard de vous le passer. Il va y avoir photo, déjà. Comme ça, si jamais vous perdez ce document. Donc, Antoine, vous l'avez? Le sujet d'explication de texte, c'est de ça qu'on parle. Ok, parfait. C'est effectivement ce texte de plus de 40 lignes, il me semble, de mémoire. 39, ça me rappelle le titre d'un film d'Alfred Hitchcock. Pardon? Il y aura, ça sera un sujet type, c'est-à-dire 2 sujets de dissertation au choix, un sujet d'explication de texte, et je ferai en sorte, et je pense que Madame Battier sera d'accord avec moi, de, que chaque sujet porte sur des notions radicalement différentes. Bon. Voili voilou, ouais. 4 heures. Vous avez intérêt à les prendre. 4 heures. Alors attendez, il faut que je retrouve le texte. Voilà, attendez, non, c'est pas ça. C'est point ça. Zut! C'est ça. Donc, quelques remarques d'ordre général sur ce que c'est qu'une explication de texte et même ce que c'est qu'une bonne explication de texte. Une explication de texte a un objectif, c'est d'expliquer le texte. Qu'est-ce qu'une explication? Expliquer, c'est dire pourquoi. C'est se demander pourquoi l'auteur écrit ce qu'il écrit et tenter de répondre à cette question. Donc, le truc à retenir, c'est le conseil de méthode le plus précieux que je puisse vous donner, c'est qu'une bonne explication de texte, c'est une explication qui va interroger le texte, qui va être active, dynamique, qui ne va pas se contenter de la paraphrase, c'est-à-dire de la reformulation du propos de l'auteur. C'est vraiment en posant des questions, en vous demandant
Pourquoi Pascal écrit ça? Quelles sont les implications de ce qu'il écrit? Est-ce que ça ne pose pas un certain nombre de problèmes, de difficultés? C'est ça qui va faire la bonne explication de texte, c'est ça qui va faire la différence entre un 14 ou un 15 et un 7 ou un 8. En gros, la paraphrase, l'échelle de valeur, c'est 7-8. 9 quand c'est vraiment une excellente paraphrase. L'explication de texte, la bonne explication de texte, elle commence à 14 et ça se négocie entre 14 et 17-18. C'est pas mal. Pour ça, il suffit d'avoir une attitude active face au texte, de vous interroger face au texte, de poser des questions. Le correcteur au baccalauréat, il le repère très facilement. Est-ce que on a affaire au glandu lambda qui n'a pas révisé son cours et qui va prendre l'explication de texte parce que c'est la solution par défaut, n'est-ce pas? euh, Ou est-ce qu'on va avoir affaire au candidat capable d'interroger un texte, d'en proposer une lecture critique et dynamique? Ça suppose d'être au fait avec la méthode. Hein. Ouais. Alors, c'est ça la différence entre expliquer et comprendre. Expliquer, c'est partir du texte d'une certaine manière pour vous demander euh, quels sont les tenants et les aboutissants de ce qui est dit, comment est-ce que euh, l'auteur justifie quelque chose, pourquoi il utilise tel concept de cette manière-là plutôt qu'une autre, et quelles sont les difficultés que ça suppose. Ça, c'est l'explication. Partir du texte pour en tirer, on va dire, le sens. La compréhension, ça va consister plutôt à partir d'éléments contextuels, par exemple, quelle est la place de ce texte dans la modernité, dans l'histoire du XVIIe siècle, et c'est pas vraiment ce qu'on vous demande. C'est sûr que la petite phrase en italique sur le sujet baccalauréat type, à savoir la connaissance de l'auteur n'est pas requise. Elle n'est pas requise, mais elle est souhaitable, quoi. Très clairement. C'est-à-dire que si jamais vous tombez sur un auteur typiquement Hobbes, hein, typiquement Rousseau, typiquement Kant, un auteur dont on a déjà vu un certain nombre de textes, c'est certain que vous allez pouvoir enrichir votre explication d'une bonne part de compréhension. C'est-à-dire voir le contexte en fait du passage dans une œuvre, le contexte du passage dans un système philosophique. Ça, c'est très important, effectivement. Mais bon, ça va pas toujours être possible. Là, on a déjà vu un texte de Pascal sur la justice. Il est juste que qui soit juste soit suivi. Il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. Ça fait un texte. Et vous allez voir à quel point peut-être ce texte-là peut résonner avec le texte de Pascal. Oui. Très rarement, le contexte historique entre en jeu. Euh, Globalement, je ne suis même pas certain qu'au bac, vous ayez la date de publication du texte. Mais moi, je la mettrai déjà je ferai en sorte qu'elle soit mise pour le bac blanc. Mais c'est très utile, si vous voulez. C'est certain que situer Aristote dans la deuxième révolution industrielle, ça va être un petit peu compliqué, quoi. Il est certain aussi que ne pas comprendre que quand Pascal parle des anciens et des modernes, si vous voulez, il ne parle pas je sais pas, de la querelle euh, je ne sais pas moi, Booba et Joe Star. C'est pas ça en fait l'échelle de temps. Les anciens et les modernes, c'est pas une question de génération. Les anciens, ce sont les auteurs de l'Antiquité, les modernes, ce sont les auteurs du XVIIe siècle. Là, c'est important, si vous voulez, d'avoir quelques notions d'histoire. Je ne dis pas d'être un spécialiste du XVIIe siècle, hein, mais simplement se dire, bah oui, les anciens, c'est pas les vioques, hein, ce sont les auteurs de l'Antiquité. Parce que sinon, vous risquez de faire un contresens. Mais on suppose que vous avez appris des trucs à l'école et que vous êtes capable effectivement de mettre un minimum de contexte historique quand vous avez une date, pas faire trop de bêtises, quoi. Là, j'ai corrigé des copies de HLP qui situaient la psychanalyse de Freud sous le règne de Louis XIII. Donc, ouais, c'est une vision originale de l'histoire.
ça porte à conséquence. Bref, on va lire le texte et je vais vous faire travailler un petit peu. Je sais, c'est scandaleux. Je suis vraiment désolé, j'ai l'impression que je suis en train de perdre ma voix. N'est-ce pas indignement, s'il vous plaît mon Dieu, faites que ce soit le corona. N'est-ce pas indignement traiter la raison de l'homme et la mettre en parallèle avec l'instinct des animaux, puisqu'on en note la principale différence, qui consiste en ce que les effets du raisonnement augmentent sans cesse, au lieu que l'instinct demeure toujours dans un état égal. Les ruches des abeilles étaient aussi bien mesurées il y a 1000 ans qu'aujourd'hui, et chacune d'elles forme cet hexagone aussi exactement la première fois que la dernière. Il en est de même de tout ce que les animaux produisent par ce mouvement occulte. La nature les instruit, à mesure que la nécessité les presse. Mais cette science fragile se perd avec les besoins qu'ils en ont. Comme ils la reçoivent sans étude, ils n'ont pas le bonheur de la conserver. Et toutes les fois qu'elle leur est donnée, elle leur est nouvelle, puisque la nature n'ayant pour objet que de maintenir les animaux dans un ordre de perfection borné, elle leur inspire cette science nécessaire toujours égale, de peur qu'ils ne tombent dans le dépérissement, et ne permet pas qu'ils y ajoutent, de peur qu'ils ne passent les limites qu'elle leur a prescrites. Alors, une petite remarque de style, c'est la perfection. C'est-à-dire que vous avez l'exemple exemplaire, si j'ose dire, l'exemple même de ce que c'est que le style français, à savoir des phrases très simples et toujours équilibrées de manière binaire. La nature les instruit à mesure que la nécessité les presse. C'est le style du grand siècle, c'est le style du XVIIe siècle, vous trouvez ça chez Racine aussi. Il n'y a pas eu beaucoup mieux après. Il n'en est pas de même de l'homme, qui n'est produit que pour l'infinité. Il est dans l'ignorance au premier âge de sa vie, mais il s'instruit sans cesse dans son progrès, car il tire avantage non seulement de sa propre expérience, mais encore de celle de ses prédécesseurs, parce qu'il garde toujours dans sa mémoire les connaissances qu'il s'est une fois acquises, et que celles des anciens lui sont toujours présentes dans les livres qu'ils en ont laissés. Et comme il conserve ces connaissances, il peut aussi les augmenter facilement. De sorte que les hommes sont aujourd'hui, en quelque sorte, dans le même état où se trouveraient ces anciens philosophes, s'ils pouvaient avoir vieilli jusqu'à présent, en ajoutant aux connaissances qu'ils avaient, celles que leurs études auraient pu leur acquérir à la faveur de tant de siècles. De là vient que par une prérogative particulière, donc prérogative c'est un droit particulier. On peut dire que la prérogative de la police, c'est l'usage légitime de la force. La prérogative de l'administration fiscale, c'est le prélèvement des impôts et des taxes. Donc c'est en fait, c'est pas un privilège si vous voulez, mais c'est un droit particulier qui va déterminer une fonction. De là vient que, par une prérogative particulière, dont je ne me répéterai pas, non seulement chacun des hommes s'avance de jour en jour dans les sciences, mais que tous les hommes ensemble, ils font un continuel progrès, à mesure que l'univers vieillit, parce que la même chose arrive dans la succession des hommes que dans les âges différents d'un particulier. D'un particulier, ça veut dire d'un homme particulier, d'un individu. De sorte que toute la suite des hommes, pendant le cours de tous les siècles, doit être considérée comme un même homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement. Un même homme et l'humanité, c'est la même chose. Enfin, il y a une analogie entre un même homme qui vieillirait perpétuellement sans jamais mourir et l'humanité tout entière. D'où l'on voit avec combien d'injustice nous respectons l'Antiquité dans ses philosophes. Je souligne c'est SES. Pourquoi nous respectons l'Antiquité dans ses philosophes? Car, comme la vieillesse est l'âge le plus distant de l'enfance, qui ne voit que la vieillesse, qui ne voit que c'est une interrogation, une question rhétorique.
Ça veut dire, évidemment, il faut voir que. Qui ne voit que la vieillesse dans cet homme universel ne doit pas être cherché dans les temps proches de sa naissance, mais dans ceux qui en sont le plus éloignés. Ceux que nous appelons anciens étaient véritablement nouveaux en toutes choses, et formaient l'enfance des hommes proprement. Et comme nous avons joint à leur connaissance l'expérience des siècles qui les ont suivis, c'est en nous que l'on peut trouver cette antiquité que nous révérons dans les autres. C'est en nous que l'on peut trouver cette antiquité que nous révérons dans les autres. Préface pour un traité du vide, 1651. Si vous avez intégré quelques notions d'histoire de la philo, 1651, c'est l'année où Hobbes va publier le Léviathan. C'est peut-être pas un hasard. Okay, peut-être qu'il y a un rapport entre Pascal et Hobbes, et à mon avis, ce rapport est plus qu'évident. Très fécond en tout cas. Je vais vous demander de travailler un petit peu, une fois n'est pas coutume. Thème du texte, problème, thèse, plan. Je veux que vous repériez le thème du texte, c'est-à-dire en gros l'objet du texte, et je pense que je vais avoir des surprises. Je veux que vous repériez le problème, c'est-à-dire la question et la difficulté que résout Pascal. Et ce que vous allez faire, c'est que pour trouver le problème, il va falloir d'abord identifier la thèse. La thèse, c'est la conclusion du raisonnement de Pascal, c'est la position qu'il va défendre, c'est ce qui va correspondre à la conclusion d'une dissertation qui se trouve le plus souvent, évidemment, sauf cas rare de démonstration géométrique où vous commencez par affirmer quelque chose et ensuite vous le justifiez. La conclusion se situe 90% du temps à la fin du texte. Enfin, le plan. Quel est le plan? Là, la structure en paragraphe doit vous mettre sur la piste d'un plan en 3 parties, je pense. C'est parti. Donc je voudrais qu'on se mette d'accord par exemple dans 5 minutes, je veux le thème du texte. 5 minutes après, je veux la thèse du texte. 5 minutes après, je veux le problème.
Allez, le thème du texte. De quoi ça parle? Ewan. Hmm, ouais, plus précisément. Plus précisément, soyez plus précis. Ça parle plus de la science d'ailleurs que de la culture, je pense. Ouais, de l'évolution, ouais, du savoir. Et il y a un mot que je cherche en fait, que vous n'avez pas encore prononcé, ouais. Non, mais il y a de ça. Ouais. Ouais, mais c'est quoi l'enjeu là? Vraiment, c'est précisément. Pourquoi est-ce que Pascal écrit ça? Qu'est-ce qu'il va défendre comme idée? Donc ça va fournir la thèse du texte. Et- ouais, c'est pas, alors c'est très marrant parce que c'est le contresens, ou plutôt c'est la maladresse que j'attendais. Faut faire très attention à ça. Le centre du texte, c'est pas du tout. Faut pas être impressionné par ça. Le centre du texte, ce n'est pas la comparaison entre l'être humain et l'animal. Ça, dans 90% des cas, c'est ce que vous auriez dit, mais il ne faut pas le voir. Il ne faut pas voir ça parce que ce n'est pas le cas. C'est juste un moyen de démontrer quelque chose, en fait, cette comparaison entre l'homme et l'animal. C'est pas le but du texte. Ouais. Donc. Que disent les anciens? Ceux qui défendent les anciens plutôt. Ceux qui disent, voilà, il faut écouter les anciens en matière de science. Ouais. Ouais. Autrement dit, l'autorité scientifique vient de l'Antiquité. Et que va dire Pascal? L'autorité scientifique, elle ne se situe pas chez les auteurs de l'Antiquité, elle se situe plutôt chez les modernes. Ok. Donc le thème du texte, c'est la question de l'autorité en science. Et déjà, rien que ça, le thème est un problème. C'est-à-dire, est-ce que l'autorité et la science font bon ménage? Et en fait, ce que va proposer Pascal, c'est des arguments rationnels qui consistent à réhabiliter le concept d'autorité en science. Et il va dire, en fait, on a de bonnes raisons de penser que l'autorité en matière de science, elle se situe plutôt du côté des modernes que des anciens, pour des raisons qu'on va voir. Ok. Et le thème du texte, c'est l'autorité scientifique. La question, enfin, la bien nommée autorité scientifique, hein, euh, c'est ça. C'est qu'est-ce qui fait l'autorité en science? Quelle est la thèse de, euh, du texte? Quelle est la thèse que va défendre Pascal ici? On l'a vu. La thèse de Pascal, c'est que on a tort de se fonder sur l'antériorité des écrits de l'Antiquité comme critère d'autorité. Dans le domaine de la science, et plus particulièrement dans le domaine de ce qu'on appelle les sciences dures, la physique, la chimie, l'astronomie. Dans le domaine de la science avec un grand S, on pourrait dire, il ne s'agit pas d'histoire, il ne s'agit pas de... encore qu'en histoire, on va pouvoir discuter. Euh, dans le domaine de la science, l'autorité scientifique se situe du côté des modernes. Alors pourquoi ça sera l'objet du plan? Mais quel est le problème? On voit ça très très vite. Sur quoi est-ce qu'on fonde habituellement l'autorité? Pourquoi vos parents ont de l'autorité sur vous? Enfin, normalement. Ouais, ouais, autrement dit, c'est parce qu'ils sont venus. Non, non, ils sont venus avant. Autrement dit, le problème qu'expose Pascal,
c'est que spontanément, on a tendance à fonder le principe d'autorité sur le fait, sur la réalité de l'antériorité. Ce qui vient avant a de l'autorité sur ce qui vient après. Oui. De l'individu, vous voulez dire? Oui, oui. À l'échelle de l'histoire. Bah, ça peut l'être encore, c'est-à-dire qu'on peut considérer que nos vieux ont une certaine mémoire des événements, une certaine expérience. Alors évidemment, vieux au XVIIe et vieux au XXIe siècle, c'est pas tout à fait la même chose. Mais il est certain, si vous voulez, que on va considérer que l'expérience est un gage, en tout cas un facteur de sagesse. C'est pour ça que euh, toute société ne voue pas un culte à ses anciens, mais va effectivement respecter d'une certaine manière les anciens. Euh, pour des raisons qui sont pragmatiques, c'est-à-dire que l'ancien a plus d'expérience que le petit jeune. Sauf que, nous dit Pascal, ce qui est vrai à l'échelle d'une vie n'est pas vrai à l'échelle de l'humanité. Pourquoi? Et là, on commence à rentrer dans le détail de l'argument. Parce que sur le chemin de la connaissance, ceux qu'on appelle à tort les anciens étaient des débutants. Prenez une frise chronologique. Okay. L'Antiquité se situe au départ de la frise et non pas à la fin. Et donc cela veut dire aussi que si on est dans une logique de progrès scientifique, les anciens se situent au départ du progrès et non à la fin du progrès. Et donc si je devais préciser la thèse de Pascal, c'est qu'il ne faut pas, on ne doit pas du respect aux anciens en matière de science. On leur doit beaucoup plus. On leur doit de l'admiration. C'est-à-dire que ce qui est fort dans les auteurs de l'Antiquité, c'est qu'ils avaient quasiment rien sous la main pour résoudre les problèmes qu'ils avaient à résoudre et ils ont tout inventé. Autrement dit, on doit être admiratif de leur audace plutôt que de respectueux de leurs conclusions. Les... Et en fait, c'est pas du tout péjoratif dans la bouche de Pascal. Enfin, il faut bien comprendre ce que dit Pascal. Les anciens étaient nouveaux en toute chose, ça veut dire qu'ils étaient des inventeurs, ils étaient des explorateurs. Ce que les scientifiques ont tendance à cesser d'être en se référant systématiquement aux écrits des anciens. Ils n'inventent plus rien, les modernes. Il faudrait que les modernes redeviennent vraiment modernes. C'est-à-dire qu'ils retrouvent la capacité antique à inventer et à découvrir. Et c'est ce pourquoi plaide Pascal. Et un autre problème éventuellement qu'on peut déceler dans le texte, en tout cas c'est une tension qui va constituer un des enjeux du texte, mais à mon avis c'est plus un enjeu qu'un problème. Qu'est-ce qui rend possible le progrès? Petit a, le refus de la tradition. Petit b, l'acceptation et la transmission de la tradition. Pour Pascal. Qu'est-ce qui rend possible le progrès? Ouais. Petit b, exactement. Ce que va dire Pascal, c'est que sans tradition, il n'y a pas de progrès, puisque pour qu'il y ait progrès, il faut qu'on puisse s'appuyer sur ce qui a été fait avant. Et c'est ça le progrès, d'une certaine manière, c'est l'expression de Darwin qui dit je me tiens sur l'épaule de géants, pour dire, en fait, on a l'impression qu'avec le darwinisme, il y a une révolution scientifique, mais en réalité, cette révolution a été permise par une tradition en matière de naturalisme, on dirait aujourd'hui en matière de biologie, et sans la tradition, la découverte darwinienne n'aurait pas été possible. Et donc, il y a une tension manifeste, si vous voulez, entre le progressisme de Pascal et son traditionnalisme. Et là, je ne parle pas de politique ou de mœurs, si vous voulez. Mais ce que dit Pascal, c'est qu'il n'y a pas de progrès scientifique possible sans s'appuyer sur la tradition.
c'est une idée qui est intéressante parce qu'elle est contre-intuitive. On a l'impression que le progressisme, c'est celui qui va, le progressiste, c'est celui qui va vous dire, bah, c'était pas mieux avant, ça sera mieux après. Mais justement, pour que ça soit mieux après, il faut tenir compte de ce qui a été avant. Vous ne pouvez pas tourner le dos à la tradition et rester progressiste. Ouais, en fait. Ouais. Et en fait, la thèse que va défendre Pascal en sciences, on appelle ça une thèse cumulative, c'est-à-dire que, ou continuiste, c'est-à-dire que pour Pascal, le progrès scientifique, on en parlera, je pense, une autre fois, le progrès scientifique doit être pensé comme quelque chose de continu et non pas comme quelque chose de révolutionnaire. S'il y a bien un truc que Pascal n'est pas, je crois qu'on en avait parlé justement dans le cours sur la justice et la loi, s'il y a bien un truc que Pascal n'est pas, c'est révolutionnaire. Pascal est un conservateur, mais c'est un traditionnaliste, y compris en sciences, sauf que, justement, comprendre ce que c'est que la tradition en sciences, c'est comprendre que on va accumuler des savoirs qu'on va finir par dépasser, ce qui va rendre possible le progrès. Donc, sans la tradition, il n'y a pas de progrès possible. Petit aparté sur le concept de révolution. Vous êtes de la physique, vous savez ce que c'est qu'une révolution en astronomie. Une révolution, c'est un tour complet. C'est-à-dire, c'est quand la planète Terre se situe à peu près dans l'espace, en tout cas dans une conception euclidienne de notre système solaire, à peu près au même endroit, à un an d'intervalle. Okay. Donc en fait, vous avez une phrase d'un célèbre roman qui s'appelle Le Guépard, où en gros, c'est la révolution en Italie, et vous avez une famille noble qui se demande comment elle va traverser la révolution. Et vous avez le patriarche de la tribu, si j'ose dire, qui va dire, pour que rien ne change, il faut que tout change. Pour que rien ne change, il faut que tout change. C'est-à-dire que pour conserver notre place, d'une certaine manière, nous allons devoir faire en sorte que la révolution fasse un tour complet et qu'on revienne exactement au point de départ. Et les révolutionnaires en politique comme en sciences, ce sont ceux qui vont vous dire il faut tout foutre par terre, repartir à zéro. C'est pas ceux qui vont vous dire on a progressé, c'est-à-dire qu'on a fait quelque chose de plus que ce qu'on avait fait avant. Les révolutionnaires, ce sont ceux qui vont vous dire on va faire autre chose. C'est ça qui est terrifiant peut-être dans l'idée de révolution, c'est que c'est une conception de l'histoire qui procède par saut et par rupture, qui va consister à dire par exemple, il n'y a plus rien à voir entre la physique telle que Ptolémée va la défendre et la physique telle que, ou plutôt l'astronomie telle que, je ne sais pas moi, euh, Galilée et Copernic vont la défendre. Il n'y a plus rien à voir entre la physique de Copernic, l'astronomie de Copernic, et l'astronomie de Newton. Il n'y a plus rien à voir entre l'astronomie de Newton et l'astronomie d'Einstein, etc., etc. Et donc, Pascal, c'est quelqu'un qui vous dirait, mais en fait, euh, sans Newton, il n'y a pas d'Einstein. Sans Galilée et Copernic, il n'y a pas de Newton. Sans Ptolémée, il n'y a pas de Galilée, etc., etc., etc. Et donc il y a une continuité dans le progrès historique, là où d'autres penseurs vont voir des ruptures, c'est-à-dire des systèmes physiques, des systèmes astronomiques qui n'auront plus rien à voir les uns avec les autres, qui seront radicalement incompatibles les uns avec les autres. Ça va? Donc, une fois qu'on a compris ça, on voit le texte d'une autre manière, parce que le grand danger de cette explication de texte, c'est de se dire, le sujet du texte, c'est la comparaison entre l'homme et l'animal. C'est pas le sujet, c'est le prétexte. C'est même le moyen de montrer ce que Pascal veut montrer. Parce que qu'est-ce qu'il fait dans un premier temps? Ce qu'il fait dans un premier temps, de manière sous-jacente, ça faut le comprendre, parce qu'on ne le comprend qu'en ayant lu tout le texte, c'est que les médecins, les physiciens, les astronomes qui sont rivés au respect des anciens, qui respectent les anciens, qui n'ont pas d'autres mots à la bouche que Aristote, euh, euh, Hippocrate et Ptolémée. Ils se comportent comme des animaux.
Ils se comportent littéralement comme des animaux, c'est-à-dire qu'au lieu de faire usage de leur raison, ils vont instinctivement, et c'est ça l'objet, ils vont instinctivement se référer euh, aux préjugés scientifiques des anciens pour, euh, pour continuer à faire de la science. Et en ce sens, ils se comportent comme des animaux, c'est-à-dire que pour résoudre une nouvelle situation, pour comprendre de nouveaux faits, ils vont dire Aristote, de manière instinctive. Okay. C'est ça l'enjeu du premier paragraphe. L'enjeu du premier paragraphe va consister à montrer, et ça on ne le comprend qu'en ayant lu tout le texte, effectivement, que Pascal compare la raison de l'être humain et l'instinct de l'animal pour montrer. Oui, non, c'est la première partie. Il va comparer l'instinct de l'animal et la raison de l'être humain pour montrer que seul l'être humain est capable de progrès, alors que l'animal et par extension les partisans des anciens, par extension les partisans des anciens, c'est pareil en fait, l'animal c'est le masque, mais ce qu'il y a en dessous c'est ceux qui vont défendre le camp des anciens. L'animal et le partisan des anciens sont incapables de concevoir le progrès scientifique. C'est-à-dire, ils en sont incapables parce qu'ils vont agir ou plutôt réagir par instinct, alors que le savant va agir par la raison. Quel est l'enjeu de la deuxième partie du texte? L'enjeu de la deuxième partie du texte, c'est précisément l'articulation entre le progrès et la tradition. L'argument de Pascal va consister à dire que ce qui fait la différence fondamentale entre les anciens et les modernes, ou entre les animaux. Quand je dis les anciens, c'est les partisans des anciens, ceux qui vont avoir que le mot Aristote à la bouche. Ceux qui vont faire la différence entre le camp des anciens et le camp des modernes, c'est précisément le respect de la tradition. Ceux qui respectent la tradition, ce ne sont pas ceux qui respectent les anciens, ce sont les modernes. Ouais. Mais vous voyez le caractère compliqué et paradoxal de cet argument. Les vrais tenants de la tradition sont les modernes et pas ceux qui n'ont que le mot d'Aristote, le nom de Ptolémée à la bouche. C'est ça qui est difficile à saisir, c'est ça qui est contre-intuitif. Pourquoi? Pour deux raisons, je pense que vous l'avez senti. Premièrement, la mémoire de l'animal est inductive. Pour le dire autrement, pour que vous compreniez bien, un chien va voir le soleil se lever une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et au bout de la sixième fois, il va se dire, tiens, le soleil se lève tout le temps, okay. Tous les jours le soleil se lève. L'être humain, c'est celui qui va dire, ok, la planète Terre tourne sur elle-même et tourne autour du soleil, c'est pour ça que le soleil se lève tous les matins. C'est pas exactement la même démarche, si vous voulez. La démarche du chien va consister à dire, bah, en fait, j'ai des expériences récurrentes, mais c'est comme si, d'une certaine manière, c'était toujours la première fois que je faisais cette expérience. L'homme va être capable de déduire d'une expérience un ensemble de conséquences systématiques et universelles. Okay. Le principe de la science, c'est que à partir du moment où une expérience est reproductible, c'est comme si elle avait déjà été reproduite. Okay. À partir du moment où on se donne les moyens de reproduire une expérience, c'est comme si elle avait déjà été reproduite. Et du coup, vous n'allez pas avoir besoin de faire 36 fois
40 fois la même expérience. Ok. J'ai vu, Antoine, c'était où? Ok. Bon, alors, sauf à des fins pédagogiques, ça ne sert plus à rien de faire certaines expériences de physique ou de faire certaines expériences de chimie. On ne découvre plus rien grâce à ça. Une fois qu'on a fait une découverte scientifique, on l'a faite une fois pour toutes. Pour un chien, c'est pas exactement le même problème, si vous voulez, très clairement. Ça, c'est le premier point. La mémoire du chien, la mémoire de l'animal, quel qu'il soit, et la mémoire humaine n'a pas la même fonction. La mémoire du chien, de l'animal, est inductive, la mémoire de l'être humain est déductive. Et en plus, dit Pascal, il va y avoir un saut qualitatif dans la mémoire de l'être humain à partir du moment où, il écrit. Parce que lorsqu'il écrit, la tradition peut être transmise d'une manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus fiable que par la voix orale, que par la parole. Ok? On prend là-dessus, demain. À demain!